C'est bon, tout le monde est bien installé? J'ai l'impression, donc on va pouvoir y aller. Bonjour à toutes et à tous pour cette plénière d'ouverture du salon. Alors l'horaire pourrait paraître un petit peu particulier puisque le salon est ouvert depuis ce matin. On dira qu'il y avait un galop d'essai ce matin pour que tout le monde soit bien en place pour cette plénière d'ouverture autour d'ici quelques instants d'industriels de la région sur ce thème notamment très important de la relocalisation d'activités, une réponse aux défis industriels, énergétiques, humains pour les entreprises. On va s'intéresser à tout cela d'ici quelques minutes dans cette plénière d'ouverture que j'ai l'honneur d'animer. Je vais aussi me présenter pour être poli, parce que moi, je n'ai pas la chance de venir de cette belle ville de Mulhouse. Je suis Emmanuel Dutheil, je suis le directeur de la rédaction notamment de l'usine Nouvelle, mais aussi de l'usine digitale et d'IT, Industrie et Technologique, et notre magazine autour de la deep tech à destination du monde industriel. Et le groupe Infopro auquel appartient tous ces titres est un partenaire fidèle de ce salon Before Zero pour vous, tout le monde industriel. Avant d'ouvrir, il n'y a pas de plénière d'ouverture, il n'y a pas d'ouverture de salon sans bien évidemment les officiels qui comptent dans la région. Et c'est ce qu'on va vous proposer là, plusieurs discours à la suite de Madame le maire, du président d'agglomération, du président de région et également du préfet. Ils ont une demi-heure à eux quatre. Je me permets de rappeler ce timing parce que vous n'êtes pas toujours les plus disciplinés. Et après ça, il y aura donc la table ronde. Et après, à partir de 15h15, il y aura une déambulation dans le salon pour pouvoir découvrir, vous tous ici, toutes les belles innovations qui sont présentées. Puis à 16h ici, le programme est bien précis. Retour pour la présentation de Grand Est Transformation avec un point extrêmement important autour de l'industrie. Ce sont ces projets de la région Grand Est pour essayer de dynamiser sur plusieurs secteurs d'activité tout le tissu industriel. Et je crois même qu'il y a une cérémonie de remise de prix qui, elle, est prévue aux alentours de 17h. Voilà, vous risquez pas de vous ennuyer sur ce beau salon Before Zero. Je ne vais pas parler plus longtemps avant de passer la parole à Madame la maire de Mulhouse qui va vous dire quelques mots. À vous, Madame, au pupitre. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Il m'appartient de faire quelques salutations pour vous saluer. Monsieur le préfet du Haut-Rhin, cher Louis Laugier, monsieur le sous-préfet Alain Charrier, monsieur le président de la région Grand Est, cher Jean Rotner, monsieur le président de Mulhouse-Alsace Agglomération, cher Fabien Jourdan, mesdames et messieurs les consuls et consuls honoraires, mesdames, messieurs les élus régionaux, départementaux de l'agglomération et de la ville de Mulhouse, mesdames, messieurs. Alors, je suis très heureuse de pouvoir vous accueillir à Mulhouse, qui devient le temps de ce salon, le centre de l'industrie du futur du Grand Est. Nous ouvrons une nouvelle édition de ce rendez-vous majeur des acteurs de l'économie qui permettra à chacun de présenter ses activités et de tisser des liens de coopération qui sont primordiales dans ce domaine. J'aimerais tout particulièrement adresser de chaleureuses salutations à nos voisins suisses et allemands, nombreux aujourd'hui à Mulhouse. La transformation de l'industrie en France est maintenant bien engagée et nous pouvons compter sur des entreprises mêlant à la perfection l'innovation, l'expertise et le savoir-faire. La table ronde qui suivra nous le rappelle. Relocaliser certaines activités est devenu un enjeu majeur provoqué par une économie mondialisée que nous cernons de mieux en mieux et qui touche à ses limites. La relocalisation et le développement de nouveaux secteurs d'activité sont aujourd'hui deux éléments essentiels de la reconstruction de notre tissu industriel. Les deux dynamiques doivent marcher de pair et j'aimerais saluer là la région Grand Est, cher Jean, et M2A, cher Fabien, parce que vous deux, vous l'avez déjà très bien compris et depuis très très longtemps. Mulhouse compte de belles entreprises, à la fois historiques ou start-up, qui se sont engagées dans la transition de notre industrie. Nous avons souvent plaisir à parler de KM0, de cet écosystème du numérique situé dans le quartier de la Fonderie, qui accueille plusieurs dizaines de start-up qui proposent des solutions dans le domaine industriel. Juste à côté, nous avons inauguré cette année la Maison de l'Industrie,
tout nouvel outil au service des formations dédiées aux métiers industriels. Jean Rotner a su développer sa marque de fabrique à Mulhouse lorsqu'il était maire et aujourd'hui on la retrouve dans l'action de la région Grand Est. Collectivités, institutions, entreprises, nous faisons tous face aux mêmes défis. Les crises se succèdent et se superposent. Marché de l'emploi déséquilibré, crise de la formation et de la main-d'œuvre, crise énergétique, environnementale, instabilité politique, le contexte actuel nous pousse à faire face ensemble. Le salon BIC 4.0 est l'un des éléments qui permettent de répondre à ces crises. C'est un forum, un espace de discussion, un offreur de solutions. Je veux souhaiter la bienvenue à chacune et chacun dans notre ville et j'espère que nous arriverons à nouer ici les coopérations et les partenariats qui permettront à notre future économie d'aller de l'avant et de tendre vers l'économie et l'industrie du futur. Merci à vous tous. Merci Madame la maire. Fabien Jordan, si vous le voulez bien, poursuivre ces mots introductifs. Mesdames et messieurs, permettez-moi de m'associer à toutes les salutations qui sont faites, cher Michel, et de vous dire toute la fierté et la joie qui est la nôtre aujourd'hui d'être là pour la sixième édition du Salon BIC 4.0. Et ça montre notre volonté partagée et notre capacité collective à travailler ensemble, préparer les transitions plurielles, que ce soit la transition énergétique, digitale et bien sûr industrielle. Ce sont les marqueurs forts de ce salon d'aujourd'hui, au cœur de l'innovation de l'industrie du futur. Nous sommes très heureux, et tu l'as dit Michel, d'avoir ce partenariat fort avec la région Grand Est qui nous soutient dans cet ADN qui est identifié sur notre territoire, en nous accompagnant, cher Jean, sur ce salon. Je vois aussi Boris qui est là, je vois Claude Sturny qui est là aussi. Donc, et tous les conseillers régionaux qui sont là, Thierry Nicolas qui était là aussi, ça prouve notre capacité collective de développer le territoire. Naturellement, avec les partenaires que sont les services de l'État, monsieur le préfet, monsieur le sous-préfet, la collectivité européenne d'Alsace, l'ensemble des communes et naturellement tout le territoire et l'ensemble des acteurs socio-économiques. Permettez-moi quand même de saluer les élus de l'agglomération présents cet après-midi, notamment tous les vice-présidents, les maires qui sont là. Un merci particulier à Laurent Rich, naturellement, qui porte ce salon depuis le début, qui a supervisé l'organisation avec les directions du développement économique et de la communication. Et merci aussi à Marc Buchert, le président du Parc Expo, et Laurent Grain, directeur, de nous accueillir ici, chez vous, chez nous. Je salue évidemment vous, les acteurs principaux de ce salon, c'est-à-dire toutes les entreprises exposantes. Vous êtes plus de 270 exposants et nous nous réjouissons de cet attrait. Attrait national, attrait international avec des partenaires venus d'Allemagne, de Suisse, de Belgique et aujourd'hui même la présence d'un pavillon des États-Unis. Le rayonnement de notre territoire. Rendre notre territoire attractif. L'agence d'attractivité, Cherland, qui vient d'être créée, prouve à quel point nous avons un potentiel à développer ensemble. Nous devons capitaliser sur notre capital. Ça veut dire quoi? Ça veut dire être en mesure de faire ensemble. Ça veut dire faire, cher Gilbert, ce que nous faisons depuis un certain temps, depuis 2018, en alliant les forces économiques aux forces politiques. Créer les passerelles pour avancer ensemble. Fédérer l'ensemble des partenaires. Se positionner en tant qu'agglomération comme un facilitateur. Nous devons permettre de faire, vous permettre de faire, vous permettre de vous développer sur notre territoire et d'avoir envie de venir chez nous. Ce salon
et c'est bien cette vitrine de l'industrie du futur et de la dynamique des entreprises qui sont là. Nous vous offrons à travers ce salon un cadre privilégié à taille humaine qui nous permet de partager avec des tables rondes, avec des échanges et ce partenariat qui pour nous est essentiel. Accompagner nos entreprises dans leur transition énergétique, numérique, organisationnelle est un axe essentiel de notre projet de territoire. Mais ces transitions sont devenues dans le contexte actuel une urgence absolue. Je dois vous parler quand même de l'inflation d'aujourd'hui, l'explosion des coûts de l'énergie qui impacte très fortement le monde économique. Toutes les tailles d'entreprises sont touchées, du boulanger jusqu'aux grands industriels, C'est un défi majeur maintenant pour nous de relever les défis. Et ce défi, nous ne pourrons le relever qu'en alliant nos capacités. Inventer le monde de demain, un monde où les énergies coûteront naturellement plus cher, mais un monde plus sobre, plus économe, notamment grâce à une économie décarbonée et responsable. C'est tout l'enjeu de demain. Vous le savez, le territoire de l'agglomération a été clairement identifié par l'Europe comme un territoire à fort enjeu de décarbonation de par le poids de son industrie. Et pour répondre à cet objectif, il nous faut accélérer la décarbonation et la transition industrielle de l'économie du territoire, tout en lui permettant de rester compétitive. De nombreuses entreprises, Gilbert, prennent déjà ce virage pour construire une économie plus verte. Et nous avons des exemples déjà très concrets sur notre territoire. On a encore échangé plus tard que hier après-midi avec les industriels de la plateforme chimique de la bande rhénane qui se sont engagés déjà depuis plusieurs années dans la décarbonation de leur site afin de réduire les émissions de CO2. Ces dirigeants, vous le savez, ont été reçus à l'Élysée aussi pour accompagner, pour guider, pour fixer le cadre. Et c'est avec la collectivité que nous avons développé leur travail. Développer, étendre notre réseau de chaleur pour l'agglomération a toujours été une priorité. Notre projet de territoire à l'agglomération, c'est tendre vers plus d'autonomie alimentaire et énergétique. C'est ce qui nous guide dans le travail de tous les jours et nous sommes dans le vrai. Mais nous ne pouvons le faire tout seuls, nous ne pouvons le faire qu'avec vous. Je vais également citer l'engagement remarquable du site Stellantis et de toutes les équipes de Mulhouse qui sont à pied d'œuvre pour transformer là aussi en profondeur leur site industriel. Je sais qu'ils sont sur le salon aujourd'hui, je tiens à les saluer particulièrement. Nous sommes aussi à leur côté depuis des mois. L'agglomération coordonne en effet un dispositif d'accompagnement en partenariat là aussi avec les services de l'État, la région, la collectivité européenne d'Alsace pour soutenir Stellantis Mulhouse dans ses défis de transition industrielle et dans sa stratégie de décarbonation. Vous le voyez, notre territoire regorge d'initiatives et nous sommes vraiment fiers d'accompagner la mutation de notre économie. C'est tout l'objectif de notre programme Blue Industry Sud-Alsace. Sud-Alsace, c'est le périmètre qu'il faut défendre. C'est le périmètre optimal pour développer notre politique, accompagner les entreprises dans leur transition énergétique et écologique. Je m'arrête quelques instants pour mettre peut-être l'accent au développement de l'hydrogène vert, un domaine où l'agglomération impulse une vraie dynamique, où il faut travailler tous ensemble pour définir et mettre en œuvre une stratégie de décarbonation territoriale forte et partagée. Et c'est dans ce sens que nous signerons tout à l'heure avec Euro-Rheinport et avec le soutien de la Banque des Territoires un protocole de partenariat unique en son genre pour affirmer notre volonté commune d'unir nos forces et de développer ensemble un écosystème hydrogène et décarboné dans le sud d'Alsace. Les énergies sont au cœur de tous les projets. Nous avons aujourd'hui déjà parlé de réseaux de chaleur, d'électromobilité, d'hydrogène. Toutes les mutations sont en marche et la crise énergétique actuelle
ne nous laisse pas le choix. Les collectivités, vous le savez, sont durement touchées et impactées par l'explosion du coût de l'énergie. Pour notre agglomération, les estimations prévoient un doublement des dépenses énergétiques entre 2022 et 2023, c'est-à-dire une dépense supplémentaire anticipée de plus de 6 millions d'euros. Nous devons faire face et nous devons faire des choix politiques majeurs pour la survie de nos collectivités, mais aussi pour tout le territoire. Et nous assumerons nos responsabilités et maintiendrons nos engagements aux côtés des entreprises du territoire. Car vous le savez, les investissements des collectivités territoriales représentent 70% de l'investissement public. Nous devons poursuivre nos investissements et nous le ferons. Notre agglomération avance avec une conscience accrue des crises et des impacts de la crise énergétique, avec le souci constant de laisser une planète propre à nos enfants, avec la volonté d'accompagner au plus près les acteurs économiques et en étant à l'écoute du terrain. Aujourd'hui, si nous sommes là tous réunis, c'est que tous ensemble, nous avons compris que unir les forces, c'est répondre aux enjeux de demain, tous ensemble, pour le bien de notre territoire. Merci pour votre implication, merci d'être à nos côtés, merci pour votre confiance. Merci beaucoup à vous. Monsieur Jean Rotner, le président de la région Grand Est maintenant. Monsieur le préfet, monsieur le sous-préfet, cher Michel, maire de Mulhouse, merci de nous accueillir. Cher Fabien, président de l'intercommunalité, merci d'être fidèle à ce rendez-vous. Et je vais associer, si vous me le permettez, à mes propos, Boris Ravignon, mon vice-président en charge de l'économie, de l'attractivité et des fonds européens, c'est extrêmement important, avec derrière lui Claude Chioni qui préside la commission en charge des mêmes sujets et également d'autres conseillers régionaux, Gilles Frémiot et Thierry Nicolas, qui sont présents dans la salle. Mais, mesdames et messieurs, ma première satisfaction cet après-midi, c'est de voir côte à côte le président de la CCI et le président de la Chambre d'agriculture présents ici à un salon de l'industrie du futur. Parce que nous aurions tort de réduire à l'usine la notion d'industrie du futur. Aujourd'hui, c'est la ferme du futur, c'est l'artisan du futur, c'est le commerçant du futur, c'est l'usine du futur, c'est l'économie du futur que nous venons célébrer ici, dans ce salon international. Et je suis très heureux de le faire dans une ambiance qui, et je nous invite à l'être, doit être extrêmement positive. Et je vois en plus le président de la Chambre des métiers. Donc on a les trois chambres ici. Donc merci Christophe d'être présent également parmi nous. Je disais que nous aurions tort d'être dans un pessimisme ambiant qu'on entend trop en France, où rien ne va, où c'est extrêmement difficile. Oui, mesdames et messieurs, nous travaillons et nous traversons ensemble 6 crises. Nous, en France, comme partout dans le monde, comme partout en Europe. En France, la crise sanitaire nous a touchés. La crise des matières premières nous a touchés. La crise géopolitique nous a touchés. La crise énergétique nous a touchés. La crise des ressources humaines nous a touchés. Et la crise climatique nous a touchés. Je dis nous a touchés. Non, ces 6 crises, mesdames et messieurs, nous touchent toujours. Et nous sommes obligés de les traverser, de nous réinventer, de faire le pas de côté, d'avoir le coup d'avance, appelez cela comme vous voulez, mais un territoire qui se transforme, un territoire qui a une ambition, c'est d'essayer d'être sur les marchés économiques, sur les marchés de transformation, avant les autres. Madame la consul d'Allemagne, j'étais hier soir, j'ai eu la chance d'être invité avec quelqu'un que vous connaissez bien dans votre pays, un regroupement, enfin une réunion qui regroupait les 3 premiers ministres du Benelux. Et j'ai eu la chance d'être invité avec Hendrik Wüst, le ministre-président de la Rhénanie-Nord-Westphalie. Ce n'est pas n'importe quel Länder allemand. Si c'était un pays, ce serait le 17e pays au monde. Ça montre la puissance de ce Länder, mais ça vous montre, mesdames et messieurs, aujourd'hui que, bien sûr, nous devons réfléchir dans le sud d'Alsace, c'est important.
Bien sûr, nous devons réfléchir aujourd'hui aux perspectives de développement transfrontalier direct, mais l'enjeu à l'échelle mondiale, ce n'est pas notre territoire, ce n'est pas le transfrontalier direct, c'est de peser dans une Europe de manière différente. Et dans une Europe de l'Ouest, tout particulièrement, où il faut être clair aussi par rapport à l'Europe de l'Est, il existe des formes de dumping social du côté de l'Est et des formes de progrès peut-être du côté de l'Ouest. Nous sommes obligés de réfléchir avec ces éléments-là. Et je suis heureux de compter parmi nous aujourd'hui la présidente de Siemens France. C'est une fierté. Merci d'être là, madame, parce que là aussi, à travers votre entreprise, à travers votre présence sur tous les territoires que je viens de citer, eh bien, cela montre que nous devons réagir de manière différente. Les frontières ne représentent plus rien en termes de stratégie économique. Nous avons un écosystème européen et dans cet écosystème européen, eh bien, des démarches différentes. Il faut nous adapter, il faut aller plus vite que les autres, il faut être plus performant que les autres. Et j'ai plaisir à voir aussi parmi nous le président de l'Université de Haute-Alsace. C'est important que nous soyons avec le monde académique chez nous, sur nos territoires. Pourquoi ? Parce que, mesdames et messieurs, à l'échelle de notre région, nous sommes et nous occupons pratiquement la dernière place en termes de recherche et de développement privé. Peut-être parce que nous sommes plus efficients en termes de production et que les centres de décision et de recherche nous échappent, mais ça doit être un objectif qui doit être discuté dans des rencontres de ce type-là. Comment la recherche et le développement privé peut naître chez nous ? Parce que c'est de la source d'attractivité, c'est du recrutement plus facile, c'est des jeunes qui s'intéressent là à l'industrie de manière générale. C'est cela à quoi vous êtes invités finalement à réfléchir ensemble dans les forums, dans les rencontres, devant les exposants. C'est comme ça finalement que dans un partenariat efficace, nous arriverons à être les plus performants possibles. Nous sommes déjà devenus. Nous sommes la 3e région de France en termes d'investissement direct étranger. Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que nous sommes juste derrière la région parisienne, l'Île-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes, 2 grandes régions quasiment inatteignables. C'est pour ça que je dis qu'on est les premiers. On est finalement les premiers à être dans cette dynamique aujourd'hui de conquête d'intérêt pour des investisseurs étrangers à se poser chez nous. Et nous le faisons et nous le réussissons grâce à vous, parce que vous constituez aujourd'hui un écosystème français, un écosystème transfrontalier, un écosystème mondial qui est dorénavant visible. Et c'est pour ça que je suis là cet après-midi pour vous remercier. Merci beaucoup, monsieur le président de région. Monsieur le préfet, Louis Laugier, pour clôturer en quelques mots, si vous le voulez bien. Bien, écoutez, je m'associe à toutes les salutations qui ont été faites en remerciant Madame le maire de nous accueillir, ainsi que le président de M2A, Monsieur le président du conseil régional d'être présent. Et puis je vois pas mal d'élus, et notamment des présidents de communautés de communes, ce qui montre à quel point la compétence économique a été intégrée aussi par ces derniers dans leurs réflexions. Saluer également les consulaires et également le président de la CIM qui est ici présent, aussi en tant que président de l'EAP, qui sont à eux tous des relais conséquents avec lesquels nous travaillons de manière constante. Je voulais juste revenir sur 2 notions aujourd'hui, le plan France 2030 et la connexion avec l'industrie du futur. Rappelez que le président de la République a lancé il y a maintenant 1 an le plan France 2030 avec 3 boussoles, qui sont l'innovation, la décarbonation et la réindustrialisation. C'est un plan d'une très grande ampleur, 54 milliards d'euros, très grande ambition, pour la période 2022-2027, qui seront investis pour que nos entreprises, nos universités, on a parlé de l'Université de Haute-Alsace, qui a déjà récupéré d'ailleurs des fonds dans le domaine, nos organismes de recherche réussissent pleinement leur transition dans des filières stratégiques. 3 priorités, mieux produire, mieux vivre et mieux comprendre le monde. Tout ça se complète. Mieux produire grâce à une industrie décarbonée, au développement d'une énergie verte et une mobilité durable. Mieux vivre grâce à une alimentation saine, durable et traçable et une médecine préventive et innovante. Et mieux comprendre le monde
pour mieux le protéger grâce à la recherche, la formation, à la nouvelle conquête de l'espace et à l'exploration des grands fonds marins. Et comme je le disais, la réindustrialisation est une vraie boussole de France 2030. Le contexte actuel, qui est celui que nous connaissons à travers la pandémie, mais plus récemment la guerre en Ukraine, ce contexte nous a fait toucher du doigt notre vulnérabilité, nos dépendances, et donc la nécessité de renforcer notre résilience sur certaines chaînes de valeur. Je pense notamment à l'agroalimentaire, à la santé, ou encore à l'électronique. Et donc, je tiens à les signaler, sur ce plan-là, le plan de relance, a déjà permis de contribuer à stimuler des relocalisations ou des localisations d'industries stratégiques sur notre territoire. Je voudrais également parler un instant de la décarbonation comme enjeu majeur, car vous le savez comme moi, la lutte contre le dérèglement climatique est un des plus grands défis que nous rencontrons, et l'industrie aura son rôle à jouer, tant en décarbonant ses activités qu'en produisant des solutions pour décarboner nos sociétés. De manière transversale, 50% des crédits sont consacrés à la décarbonation. Au-delà de cela, le plan proposera plus de 5 milliards d'euros pour des aides directes au déploiement de solutions de décarbonation de sites industriels et d'autres pour financer l'innovation et le déploiement pour une industrie bas carbone. France 2030 est donc une formidable opportunité pour notre tissu industriel et je souhaite rappeler que France 2030 c'est déjà du concret avec 8,4 milliards d'euros investis en 2022 dans plus de 1700 projets innovants sur tout le territoire et que tout cela va continuer à s'accélérer dans les années qui viennent. Un mot maintenant sur Industrie du futur et la manière dont les aides publiques soutiennent ces ambitions. La première chose qu'il convient de souligner sont les progrès réalisés ces dernières années dans la structure de la filière Industrie du futur, avec la forte impulsion de l'État qui lui permet de gagner en visibilité et en impact dans ses actions. Je serai très rapide, mais simplement citer l'engagement de l'Alliance Industrie du futur et de la nouvelle filière Solutions Industrie du futur. Je voudrais également me féliciter de la contribution du plan de relance à la modernisation de l'industrie française, et en particulier pour ce guichet Industrie du futur. En Grand Est, ce sont plus de 500 entreprises qui ont bénéficié d'un soutien à leur investissement vers l'industrie du futur pour plus de 63 millions d'euros. Enfin, naturellement, tout cela va constituer une forte opportunité de développement de l'industrie du futur française par des efforts massifs de soutien à l'innovation et à l'investissement productif sur des verticales stratégiques, en l'occurrence développement des technologies 5G, notamment pour leur usage industriel, développement du cloud, des technologies de décarbonation. Une enveloppe de 800 millions d'euros sera spécifiquement destinée à l'industrie du futur, à la fois pour le développement de briques technologiques innovantes par des offreurs de solutions, mais également pour le déploiement de solutions chez les entreprises industrielles. Enfin, l'effort massif d'investissement consenti via tous ces dispositifs aura également vocation à permettre une montée en gamme de l'appareil productif français. Je crois donc que nous avons beaucoup d'opportunités, dont vous êtes déjà saisis pour certains, de financement qui sont là pour vous appuyer dans vos démarches. Et ça, je m'adresse également à tous ceux qui sont nos relais, notamment les consulaires, pour ne pas hésiter à faciliter les contacts, au-delà des contacts que vous allez nouer vous-même aujourd'hui, les contacts que vous pouvez avoir avec les dispositifs porteurs qui peuvent vous aider. Il est important que nous ayons une grande fluidité, comme nous avons pu l'avoir ces dernières années dans le cadre des crises que nous gérons, pour pouvoir vous accompagner au mieux. Donc pour ma part, je me réjouis particulièrement de vous voir tous rassemblés ici, de voir que ça bruisse, l'animation bruisse, et que inévitablement de nombreux contacts vont se réaliser et vous permettront les uns les autres de lancer de nouveaux développements qui seront utiles à notre pays. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous quatre. Je vais vous demander, si vous le voulez bien, de rejoindre la salle et nous allons maintenant accueillir nos intervenants de la table ronde sur la relocalisation. Larry Abensur, le PDG de Biocinex, Doris Birkhofer, la présidente de Siemens France, Thierry Burger-Hemschen
professeur à l'Université de Strasbourg, et Jean-Claude Reverdel, le directeur général France de SEW USOCOM. Alors, installez-vous, les premiers qui arrivent, mettez-vous. Hop, madame, où vous voulez, voilà, hop, merci beaucoup à toutes et tous d'avoir accepté cette table ronde. J'en redonne le titre parce qu'il est important. La relocalisation d'activités, une réponse aux défis industriels, énergétiques et humains pour les entreprises. Si vous le voulez bien, Thierry Burger-Emchen, on va débuter avec vous. Je vais donner là votre titre complet, professeur en sciences du management, chercheur au bureau d'économie théorique et appliquée à l'Université de Strasbourg, et vous êtes également vice-président de cette université en charge de la formation. On va débuter avec vous parce qu'il faut peut-être redéfinir déjà un peu ce qui fonctionne en termes de relocalisation et peut-être même d'une certaine manière de quoi on parle quand on parle de relocalisation. Merci, bonjour à toutes et à tous. Et permettez-moi de jouer pendant quelques secondes, quelques minutes à l'universitaire et vous assommer avec quelques chiffres et quelques définitions. De quoi parlons-nous? Relocalisation, réindustrialisation, ce n'est pas tout à fait la même chose. Réindustrialisation signifie que nous voulons mettre en place une industrie à un endroit où il y avait une autre industrie au départ, mais pas nécessairement la même. Relocalisation, c'est le retour d'une entreprise qui va peu ou prou faire la même activité. Ce sont des objets bien différents. Simplement pour vous donner quelques chiffres du contexte français et européen lorsque nous parlons de relocalisation ou de désindustrialisation d'abord. De 1980 à aujourd'hui, la France a perdu presque 80% de sa capacité industrielle. Autrement dit, nous avons perdu beaucoup d'emplois, beaucoup de capacités industrielles, et il y a de nombreux produits que nous ne sommes plus en mesure de produire aujourd'hui. Et lorsqu'on parle de relocalisation, si vous prenez les chiffres de 2000 à 2020, pour 10 entreprises qui quittent le territoire français, 2 reviennent. Alors vous allez me dire, ça fait très peu. Moi, je vous dis, mais regardez tout le potentiel de toutes ces entreprises qui pourraient encore revenir. Il y a donc une belle marge. Alors maintenant, la question est, en substance que vous me posez, c'est quelles sont les entreprises qui reviennent et pourquoi ces entreprises reviennent? Elles reviennent pour 2 raisons. Tout d'abord, parce qu'elles ont été très déçues de ce qu'elles ont connu dans un autre pays. Première chose qui les fait réfléchir, on n'est pas heureux dans ce qu'on espérait obtenir ailleurs. Que ce soit en termes de coûts de production, parce que souvent les délocalisations se font pour espérer un coût de production plus bas, que ce soit parce que localement on pourrait avoir une capacité d'innovation, de design que nous n'avons pas, ou alors ils reviennent parce qu'ils se sont fait voler, truander. Ils se sont rendus compte que, en particulier lorsque vous délocalisez en Asie, vous pouvez avoir le lendemain de votre localisation des produits exactement similaires aux vôtres qui sont vendus dans d'autres magasins. Donc voilà, les premières raisons font que, pour cela, vous voulez de nouveau revenir vers l'Europe. Deuxième point alors, et je reviendrai là-dessus, lorsque vous revenez vers l'Europe, quel pays choisissez-vous? Pourquoi la France? Pourquoi le Grand Est? Et là, les questions sont de toutes espèces. Question de coût, question de disponibilité des main-d'œuvre, question d'industrie locale existante, question de proximité avec des universités, des centres de recherche et développement. Et ces exemples-là, on les retrouve en France, en Alsace, dans le Grand Est, mais également dans d'autres pays européens. Et le point central, et c'est un peu la difficulté, c'est qu'il n'y a pas de règles. Chaque entreprise, chaque industrie va obéir à des règles de relocalisation différentes. D'où la difficulté pour le gouvernement, mais également les acteurs locaux, d'accompagner massivement les relocalisations. Eh ben, on va poursuivre tout ça avec vous, Jean-Claude Reverdel. Je rappelle que vous êtes le directeur général France de SEW USOCOM, filiale d'un groupe allemand. Vous êtes présent, je crois, depuis les années 60 en France. Vous n'avez pas arrêté depuis de poursuivre votre développement sur le territoire français. On est à 2000 salariés, je crois, environ aujourd'hui en France. Et justement, ça fait tout à fait écho à ce qu'était en train de nous dire Thierry Burger-Emchen. Pour vous, il ne faut pas confondre réindustrialisation, relocalisation et surtout ne pas oublier les 2 qui sont restés pendant que tout le monde est parti voir ailleurs comment ça se passait. Voilà, bonjour à toutes et bonjour à tous. Oui, alors collez bien chacun votre micro près de la bouche pour que tout le monde vous entende. Je dis bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est vrai qu'on parle beaucoup de réindustrialisation.
on parle beaucoup de relocalisation, mais il y a tout un pan qu'on oublie, c'est les entreprises qui sont restées en France, qui se sont développées en France. Alors sur la relocalisation, je dis attention. Attention pourquoi? Et ça vient d'être dit. Il y a un certain nombre d'entreprises qui sont parties de France, parties de la région Grand Est, qui sont allées s'installer dans des pays qu'on dit low cost, l'Europe de l'Est, la Chine. Et aujourd'hui, pour les raisons qui ont été évoquées, elles souhaitent revenir en France, et je l'espère d'ailleurs, sur le territoire national. Mais là, je dis attention, parce qu'on a subi une concurrence par rapport à ces entreprises qui sont parties dans ces pays à bas coût. Et si elles reviennent, et en plus elles ont des aides publiques, on va subir une deuxième, je dirais, concurrence un petit peu déloyale. Donc, relocaliser les entreprises qui sont parties, oui, mais attention, ne pas les favoriser par rapport aux entreprises qui sont restées sur place, qui ont payé des impôts, qui ont créé de la richesse, qui ont créé de l'emploi, alors que ces sociétés n'ont pas, elles, participé au développement économique de l'entreprise. Donc ça, une première chose. Deuxième chose, effectivement, réindustrialiser, c'est forcément nécessaire. On l'a dit, l'industrie manufacturière représente à peu près 10% du PIB aujourd'hui. C'est beaucoup trop peu et beaucoup plus faible qu'en Allemagne, par exemple. Donc il faut réindustrialiser la France et notamment donner une certaine indépendance industrielle à l'Europe et à la France. Après, ce qu'on peut rajouter également, c'est que cette réindustrialisation, il faut la faire aussi par rapport à des pans d'industrie qui sont partis. On subit tous en ce moment des pénuries de composants, par exemple, notamment des composants électroniques. Et aujourd'hui, nous avons très peu d'industries en France et dans l'Est qui sont capables de fabriquer ces composants qui viennent la plupart du temps de pays lointains, on va dire. Donc voilà ce que je voulais dire. Je voulais vraiment insister sur ce pan des entreprises qui sont restées sur le territoire et qui ont contribué au développement du territoire. Alors Larry Abensurr, vous êtes vous le PDG de Biocinex. Je peux vous dire que vous nous avez beaucoup aidé pendant la crise parce que pour ceux qui ne connaîtraient pas, notamment vous faites les tests rapides. Donc on en a tous et malheureusement on est en train de recommencer là depuis quelques jours avec l'arrivée de la 9e vague. Vous avez 300 salariés. Votre chiffre d'affaires s'est bien évidemment envolé pendant le Covid. Du coup c'est compliqué d'en faire une moyenne. On va dire 200 millions environ actuellement en 2022 de chiffre d'affaires. Alors vous aussi, ce qui est intéressant, c'est que tous vous avez des positions complémentaires. Vous dites bien sûr, il faut relocaliser, bien sûr, il faut réindustrialiser, mais ne mettons pas toute la mondialisation dans l'eau du bain. Il y en a une partie qui est quand même positive. Voilà. Merci. Alors bien près de la bouche, si ça ne vous embête pas. Bon, tout d'abord, merci en tout cas de nous recevoir, de me recevoir. Effectivement, bon, déjà nous positionnons chez Biocinex dans une santé du futur, axée sur la prévention et qui va dans le sens de fluidifier, de faciliter le parcours de soins. Et ces tests rapides, nous sommes positionnés, je le considère comme une vieille start-up depuis 2005, avec ces tests rapides que vous connaissez tous maintenant, je pense que vous avez tous bénéficié ici, qui soit sont pratiqués sur un prélèvement nasal, donc on a tous apprécié ces tigettes au fond du nez, soit sur une goutte de sang, etc. Pourquoi et donc disons que nous étions pas très connus pendant. C'est pour ça que je me considère toujours comme une start-up. Mais effectivement, cette pandémie nous est arrivée dessus, et là, nous avons été confrontés à une demande considérable. Et il a fallu effectivement répondre. Alors clairement, nous avons pris l'option de fabriquer ces tests, qui jusqu'à présent n'étaient pas beaucoup fabriqués en France. On est très très peu d'acteurs, y compris en Europe. Mais on s'était dit, oui, depuis le départ, qu'il fallait produire ici, en Alsace. Voilà. Simplement, donc nous étions alors positionnés, en effet, même pour le Covid, pour pouvoir fabriquer. Nous avons développé notre propre test Covid. Mais la demande était tellement massive qu'il était impensable de pouvoir y répondre par nous-mêmes dans des conditions compétitives, parce que les coûts étaient assez bas. Et voilà. Donc c'est ce qui nous a quand même conduit à mettre en place aussi des partenariats asiatiques, et je pense comme beaucoup de grandes sociétés. Voilà. Donc c'est un peu les limites, c'est-à-dire que sur des produits massifs à bas coût, là, on ne peut pas rivaliser. Donc c'est un peu le bémol que je mets sur l'industrialisation. Par contre, sur des niches à forte valeur ajoutée, ce que nous avons aussi bien dans le domaine des tests rapides que dans d'autres applications, là oui. Voilà, donc c'est un peu ce que je peux dire. On passe à vous, Doris Bierkhofer. Vous êtes la présidente de Siemens France. Un grand merci d'être avec nous également autour de la table. Et je vais vous laisser peut-être présenter Siemens parce que c'est bien le genre de marque que tout le monde connaît, mais je ne suis pas certain que tout le monde sait exactement ce que fait Siemens en France. Bon,
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. En effet, on ne fait plus les machines à café, le lave-vaisselle et les téléphones. Je pense la marque qui est toujours utilisée, mais Siemens aujourd'hui est actif dans 4 domaines. C'est la santé, la mobilité verte, les infrastructures et l'industrie, la digitalisation de l'industrie. Nous avons en France 6000 collaborateurs partout sur le territoire. Pour nous, le Grand Est est une région très importante avec plus de 1000 collaborateurs et 2 sites industriels, un à Wittelsheim et l'autre à Haguenau. Et le site à Haguenau, avec plus de 800 collaborateurs, a reçu il y a 2 ans le label de la vitrine de l'industrie du futur. Nous sommes dans la région pour accompagner beaucoup d'industriels dans leurs efforts de réindustrialisation, de modernisation de l'industrie via le Business Act Grand Est. Et je voudrais aussi saluer mes collègues autour de Christophe Monnier, le directeur régional de l'agence, qui accompagne avec les équipes votre effort pendant, je dirais, avec une grande ambition et volonté. Laissez-moi vous donner un exemple, ce qui est pour moi un site industriel réussi. C'est justement le site de Haguenau. On a eu la semaine dernière la chance d'avoir eu Olivier Becht comme invité, qui est le ministre en charge du commerce extérieur, pour ceux qui le connaissent pas extérieur, exactement, lors de la semaine de l'industrie. Il y avait Claude Sturny qui était également avec nous. Et ça nous a beaucoup touchés quand le ministre a dit, pour lui, ce site est un symbole de l'attractivité de l'industrie française. Pourquoi ? Parce ce site réunit plusieurs facteurs. Premièrement, c'est un site qui a réussi à développer en permanence les compétences et les talents, d'attirer les talents, les développer. Ça commence par l'apprentissage et ça continue avec la formation continue des collaborateurs vers des métiers plus digitaux. Et deuxièmement, c'est un site qui a su se réinventer et se moderniser en permanence. Et c'est un sujet qui est primordial. Ce n'est pas seulement les grands investissements dans de nouveaux sites, c'est vraiment les investissements en permanence qui font évoluer le site. Et ce qui nous a beaucoup aidé, c'est aussi d'avoir pu attirer le centre de R&D, et le président de la région l'a mentionné, le site de la R&D est sur le site de production, c'est un grand avantage. Et aujourd'hui, ce site est la Lead Factory, donc l'usine pilote de 2 autres usines, une au Canada et l'autre en Chine. Donc c'est la France qui donne la parole. Et aujourd'hui, nous exportons 95%. Pourquoi cette usine à Lead ? Parce que c'est la plus moderne, la plus inventive. C'est vrai que faut qu'on regarde le verre à moitié plein de temps en temps. C'est intéressant d'entendre que c'est la France qui donne, pour reprendre vos mots, le lead à la Chine et à l'Amérique du Nord. Ouais. C'est un très bel exemple et c'est avant tout les femmes et les hommes qui ont su, comme je l'ai dit, prendre le défi à un moment où on a décidé, dans les années 90, où beaucoup d'industriels ont quitté la France. On a fait le pari, on a convaincu la maison mère à Karlsruhe, juste à côté, qu'on a les bonnes compétences en France. Et comme ça, la décision a été prise. Et aujourd'hui, voilà, c'est vraiment l'usine qui a le lead sur les autres. Thierry Burger, MChem, je reviens vers vous avec votre œil de spécialiste, de chercheur. Je pense que les gens qui sont ici dans la salle, la réindustrialisation, la relocalisation, ça fait 20 ans qu'on leur en parle et 20 ans qu'on commande des chiffres qui sont moyens si on essaye de voir le verre à moitié plein sur les dernières années. Malgré tout, pour que le pays redevienne souverain ou développe ses capacités, plus que jamais, et peut-être à l'aune le président de région parlait des 6 crises que nous traversons, plus que jamais, c'est d'actualité et c'est peut-être là où il ne faut pas rater la marche. Oui, absolument, il y a une marche à ne pas rater. Et pour reprendre d'ailleurs, parce que vous citez le président de région a parlé d'écosystème. Je pourrais également parler de cluster, de réseau, et vous faire une exégèse très longue des subtiles différences entre ces termes. Mais pour rendre les choses très simples, une entreprise s'implante à un endroit, si à cet endroit, elle trouve d'autres qui fabriquent des trucs dont elle a besoin, et si elle-même va faire des produits dont les autres entreprises autour d'elle vont avoir besoin. Donc il faut un écosystème, un tissu qui existe déjà et qu'il faut être capable d'entretenir. Les régions qui sont capables d'entretenir ce tissu-là, industriel, notamment avec leurs universités, pour être capables de fournir et la recherche et les compétences nécessaires, sont les régions qui, aujourd'hui, s'en sortent mieux du côté européen. Et de ce point de vue-là, et j'en profite pour saluer mes collègues de l'Université de Haute-Alsace, les universités du Grand Est font des efforts significatifs pour se rapprocher des entreprises, ce qui était encore il y a
une dizaine d'années presque en mot à bout. Et aujourd'hui, chacune de ces universités, que ce soit l'Université de Strasbourg, l'Université d'Haute-Alsace, ouvre grand ses portes aux entreprises et permet, que ce soit de la licence au doctorat, des interactions très fortes. Et probablement, nous pesons là les briques qui nous permettront d'avoir les innovations et les compétences nécessaires pour la prochaine génération. Justement, Jean-Claude Reverdel, on le disait, vous êtes filiale d'un groupe allemand, vous avez choisi d'investir en France, de poursuivre vous aussi votre développement en France. Quelles sont les clés positives? On en a eu quelques bouts avec Doris, mais quelles sont les clés positives pour réindustrialiser en France? Alors, tout d'abord, pour resituer un petit peu, nous sommes fabricants de systèmes d'entraînement et de solutions d'automatisme, mais en France, nous produisons des moteurs électriques et des moteurs réducteurs. Nous sommes un des rares fabricants de moteurs électriques asynchrones dans l'ouest de l'Europe. Toutes les sociétés sont parties soit dans l'est de l'Europe, soit en Chine, soit dans des pays, on va dire, à bas coût. Alors, comment on a réussi à se développer? Je dirais on essaye d'atteindre l'excellence opérationnelle, c'est-à-dire d'intégrer les différentes briques de l'industrie du futur dans nos usines, bien entendu, et d'avoir des organisations agiles et flexibles. Ça nous permet, par exemple, d'exporter, et nous sommes aussi fortement intégrés, ça nous permet, par exemple, d'exporter des carters que nous fabriquons dans une usine, dans notre fonderie d'aluminium à Forbach, d'exporter ces carters en Chine. Parce que le rapport qualité-prix reste quand même intéressant par cette excellence opérationnelle. Après, bien entendu, pour accompagner cette excellence opérationnelle, il faut des gens, il faut des collaborateurs qui soient formés, soit de manière académique, soit tout au long de leur vie, et en tout cas, par rapport à ces nouvelles technologies qui sont arrivées. Donc je crois que ça, c'est très important. Après, on peut dire aussi que ce qui est fait ces dernières années, notamment, on ne l'a pas dit, mais il faut quand même en parler, la baisse des impôts de production, qui était un sujet qui était vraiment important aux yeux des industriels, elle est en train de se mettre en place. On pourrait parler aussi de la baisse de l'impôt sur les sociétés. Ce sont des facteurs, bien entendu, qui incitatifs, soit pour la réindustrialisation, soit pour le maintien des activités, je dirais, sur le territoire national. Mais c'est vrai que c'est le cas aujourd'hui avec la CVAE qui va être en partie réduite là en 2 années. Ça aurait dû être en une, mais bon, les finances publiques font qu'il faut attendre un petit peu. Mais c'est inscrit au budget pour 2023 et pour 2024. Larry Abensurr, je rappelle que vous êtes le patron de Biocinex. On parlait tout à l'heure du fait que la mondialisation, c'est quand même un aspect important. Mais quand on regarde réindustrialisation, pour vous, on ne peut pas être champion en tout. Donc il faut miser les secteurs dans lesquels on doit être numéro 1. Et là, il faut y aller, pardonnez-moi l'expression, mais à fond les ballons. Voilà, en effet, il faut pouvoir tout simplement se focaliser là où on peut faire la différence. Hein, c'est très classique en marketing et autres. Donc la différence, on l'a fait. Alors nous, pour donner un exemple, donc sur les tests, par exemple PCR, vous avez entendu parler de tests PCR aussi, c'est déjà plus élaboré, a plus de valeur ajoutée. Et là, on n'a pas la concurrence frontale des Asiatiques. Et donc là, on peut faire la différence. On bénéficie, et là je rejoins le propos de mon voisin, donc nous sommes basés à Ilkirch, au parc d'innovation. Et donc, il y a un écosystème extrêmement propice, puisque, bon, vous le savez, il y a tout ce qu'il faut en biologie moléculaire. Et donc là, typiquement, pour une start-up comme nous, et je maintiens que nous restons une start-up, et je veux garder cet esprit, c'est très précieux, puisqu'on a pu constituer une équipe de façon très rapide en plein Covid et faire notre propre solution PCR, qui, effectivement, était génératrice d'une très belle valeur ajoutée de chiffre d'affaires, et donc viable ici. Voilà. Ça, c'est un exemple, donc être obligé de choisir. Alors parlons peut-être des compétences de façon large avec vous, Doris Birkhofer. C'est important, bien évidemment, dans votre usine, mais pour vous, tout ce qui est autour de la numérisation, la digitalisation, quand on a préparé cette table ronde, vous m'avez dit qu'il ne faut pas se tromper, c'est un élément clé de développement de la réindustrialisation, mais également de la création d'emplois en France. À quel niveau ? Absolument. Je pense qu'il y a une fausse idée de se dire la digitalisation va détruire de l'emploi. Ce n'est pas vrai. Si je prends cette usine à Haguenau, nous avons doublé les effectifs depuis 90, tout en digitalisant notre processus. Ça crée de l'emploi et ça démocratise aussi l'approche. Qu'est-ce que je veux dire par ça ? Dans le passé, il y avait quelques informaticiens qui ont programmé des outils pour augmenter la productivité qui après ont été déployés par
pas l'école bleue. Non, aujourd'hui, c'est différent. Avec les applications, les technologies très simples à utiliser, tout le monde peut faire des petites programmations et contribuer à la productivité. Donc la digitalisation, c'est un facteur de compétitivité et de démocratisation de l'approche, ce qui va rendre l'industrie aussi plus intéressante pour les jeunes. Parce qu'à la maison, ils jouent avec leur téléphone et leur tablette, alors ils peuvent aussi utiliser la digitalisation quand ils sont au sein de l'usine. Parce que c'est vrai qu'on ne le dit pas assez, c'est dur bien évidemment de travailler en usine, mais ça n'a strictement rien à voir aujourd'hui. La plupart des usines, par rapport à avant, on a eu Bruno Le Maire dans les colonnes de l'usine nouvelle il y a quelques temps, qui disait l'usine ce n'est plus Zola. Et pareil, l'autre jour je parlais avec la DRH de Naval Group qui dit Zola nous a fait beaucoup de mal. On est loin de tout cela. On est absolument loin de ça. Et quand je regarde les clients avec qui nous travaillons, des clients ici dans la région, Stellantis, Solvay, Huron, nous les aidons et nous avons l'honneur de pouvoir les accompagner sur leur chemin vers la digitalisation. Ce sont des usines ultra modernes et ça n'a rien à voir avec les usines sales et polluantes qu'on a en tête encore peut-être du passé. Thierry Burger-Hemchen, on est un peu quand même obligé de voir cette fois peut-être, je ne sais pas si c'est le verre à moitié vide, mais parlons des prix de l'énergie. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, toujours lui, nous disait récemment si ST Micro devait décider son investissement là aujourd'hui d'à peu près 6 milliards d'euros qui a été annoncé il y a quelques mois, il ne le ferait pas en France parce que le site France a perdu de son attractivité à cause des prix de l'énergie. On peut citer également Safran qui a décidé de ne pas construire une usine à côté de Lyon. Est-ce que ça remet en cause ce que l'on dit depuis le démarrage ou c'est une difficulté supplémentaire que l'on doit être capable de surmonter? Alors, c'est une difficulté supplémentaire qu'il faut être capable de surmonter, mais il y a plusieurs points à rappeler concernant le prix de l'énergie. Tout d'abord, toutes les industries ne subissent pas cette exposition des coûts de l'énergie de la même manière. Certaines qui sont très énergivores sont fortement impactés, alors que d'autres arrivent à s'en sortir. Ensuite, il y a des industries qui peuvent, sans trop de difficulté, passer d'une source énergétique à une autre. Elles aussi peuvent s'en sortir. Et il est fort probable, ou du moins nous l'espérons, que les prix d'énergie vont fluctuer, mais pas nécessairement à la hausse dans les prochaines années. Donc, mais pas nécessairement beaucoup à la baisse non plus, quoi. Voilà, comptons sur une stabilité. Et n'oublions pas non plus que la France a, pour l'instant, des sources d'énergie à un coût relativement faible. Si l'inflation en France est l'une des plus faibles que nous avons en Europe actuellement, on est à 6-7% sur une année glissante alors que la moyenne européenne est au-delà de 10%, c'est notamment parce que nous avons un coût d'énergie, atomique notamment, qui est plus bas qu'ailleurs. Ah, c'est parce qu'on a un bouclier fiscal mis sur l'énergie. Aussi. C'est l'une des parties. Alors, en ce qui concerne maintenant l'avenir en termes d'énergie, il y a plusieurs choses. Les entreprises, les organisations ont tout d'abord réagi d'une manière un peu en faisant, disons, voilà, faisons de l'austérité, on coupe nos dépenses de manière plus ou moins forte selon les secteurs. La deuxième étape sera très probablement de repenser les sources d'approvisionnement énergétique et ensuite, et c'est là où on est dans le moyen et dans le long terme, et où les industries ne sont malheureusement pas sur le même pied d'égalité, dans certaines industries, il y a d'autres technologies, où il va y avoir sous peu d'autres technologies moins énergivores. Elles pourront investir et ces industries-là pourront s'en sortir plus facilement. C'est effectivement des points très importants. Jean-Claude Reverdel du côté de SEW Usocom. Si on est sur ces prix de l'énergie, ça vous complique, j'imagine, la donne, même si vous êtes peut-être bien couvert. Et plus largement, est-ce que ça accélère un point positif sur l'impériosité de la décarbonation de notre industrie en France? Alors, plusieurs choses. D'abord, on connaît un prix de l'énergie qui est historique aujourd'hui et qui peut remettre en cause aujourd'hui la viabilité de certaines entreprises. D'autre part, on parle de relocalisation, mais on pourrait avoir des délocalisations liées au prix de l'énergie. Aujourd'hui, quand on regarde le prix de l'énergie en Chine ou aux USA, il est bien inférieur à celui de l'Europe et de la France. Et après, au sein de l'Europe, il y a aussi des pays qui ont pu mettre en œuvre des politiques différentes. D'abord, on a dit qu'il y avait un bouclier pour l'énergie, mais c'est pour le particulier, non pas pour les entreprises. Même s'il y a quelques aides, mais qui sont difficiles à atteindre par les critères qui ont été mis en place. Mais des pays comme l'Espagne ou le Portugal, qui ont mis qui ont plafonné en fait les prix de l'énergie, donc peuvent apparaître comme des pays à concurrence aujourd'hui.
Et puis, il y a le plan de l'Allemagne, hein, un plan à 200 milliards qui devrait être mis en œuvre au début d'année prochaine. Alors, bien sûr, il faut encore qu'ils aient l'aval de la Commission européenne, mais en attendant, l'Allemagne annonce un prix du mégawattheure de 130 €, ce qui est très bas, pour uniquement 70% des besoins de l'année précédente, mais c'est quand même un prix très concurrentiel. Et aujourd'hui, en France, on sera plutôt aux alentours entre 300 et 400 € dans le meilleur des cas. Larry Abensurr, vous nous le disiez tout à l'heure, développé pendant cette crise Covid, à l'aube de cette crise Covid. Est-ce que ça a été facile de se développer en France? Parce que là encore, on le dit, parfois on met toujours en avant les difficultés, le manque de foncier, les normes, etc., etc. Mais je crois que vous avez une expérience plutôt positive de votre développement en France. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on est quand même dans une industrie réglementée, comme tout ce qui est santé, et de toute façon, c'est une contrainte très importante, puisque la partie réglementaire est très importante. Donc ça, je dirais que c'est un point général à notre industrie. Sinon, en effet, pour ce qui était de la production à grande échelle, disons que c'était relativement... il a fallu s'adapter. Disons qu'on a eu recours à de la main-d'œuvre temporaire, à grande échelle. Là, c'est vrai que c'était de l'assemblage, comme j'ai dit, en partenariat avec des sociétés asiatiques. Et là, on a pu assurer. Là où c'est un peu plus délicat, en effet, c'est sur les produits à plus forte valeur ajoutée, trouver les compétences. Et donc, dans notre domaine... Au point que c'est un frein pour vous aujourd'hui? C'est quand même un frein. C'est une industrie, l'industrie du diagnostic n'est pas finalement très très présente en France. On ne trouve pas de très grandes sociétés comme, à part Biomérieux, il y a 2-3 noms qu'on connaît, mais ça reste une industrie qui est soit américaine, soit asiatique. Et voilà. Donc il y a un vrai challenge. Mais en effet, au plan académique, il y a tout ce qu'il faut. Mais c'est, je pense, comme beaucoup d'autres domaines aussi, où il y a des métiers, des ingénieurs très très bien formés chez nous, mais qu'on ne retrouve pas véritablement en majorité dans l'industrie. Je ne sais pas où ils vont dans d'autres domaines. Il faut pouvoir être attractif, lancer des projets, bien sûr investir, pouvoir... Doris Berkhofer, vous le disiez, sur les compétences, on arrive à trouver quand même, notamment en jouant sur le côté digitalisation et plus moderne, sur cette décarbonation, sur cette crise de l'énergie. Vous êtes bien évidemment du côté de Siemens, c'est là au niveau mondial, un des acteurs de la décarbonation avec toutes les solutions que vous proposez. C'est aujourd'hui ça le défi un des énormes défis de notre industrie en Europe, et la relocalisation doit aussi s'accompagner de ça. On ne peut aujourd'hui imaginer que des usines durables, des usines propres, entre guillemets. Nous sommes confrontés à un double enjeu, parce qu'il faut à la fois décarboner et être plus efficace en consommation énergétique. Donc, il y a encore 2 ans, on a beaucoup parlé de la décarbonation, pas trop de la partie efficacité énergétique. Maintenant, dans la situation actuelle dans laquelle nous sommes, nous avons un enjeu à très court terme. Je dirais la bonne nouvelle est que pour la partie efficacité énergétique, il y a énormément de solutions sur l'étagère, sont juste pas encore suffisamment déployées, mais sachez qu'avec un système de gestion technique du bâtiment, on peut économiser jusqu'à 30% d'électricité. Et pourquoi, je me permets de vous couper, mais pourquoi ne sont-elles pas assez déployées? Parce que c'est un coût pour les entreprises et elles n'en imaginent pas encore le bienfait, parce que la réglementation laisse penser qu'on a du temps. Quels en sont les piliers? Alors, je pense qu'il n'y avait pas encore le sens d'urgence où les prix d'électricité, tout était gérable. Maintenant, avec la flambée des prix de l'électricité, le sujet devient une priorité absolue, et je pense qu'on se pose maintenant de plus en plus la question. Il y a les réglementations en place, dans le décret tertiaire par exemple, qui concerne plutôt le bâtiment, où il y a l'obligation de mettre en place ce genre de système, mais on est en retard, et ça c'est une opportunité énorme, je dirais, déjà en consommant moins, d'adresser une partie du problème. Ça ne règle pas encore suffisamment l'histoire de la décarbonation, mais il faut aussi reconnaître que la France a un avantage compétitif grâce au nucléaire, qui nous permet déjà d'avoir une énergie largement décarbonée. Il faut maintenant aussi accélérer le déploiement des énergies renouvelables. Dans votre région, vous faites l'hydrogène, la biomasse et autres. Donc, ce sont des avantages compétitifs. Et je dirais, en combinant la décarbonation avec des mesures d'efficacité énergétique, nous pouvons nous positionner aussi de manière vraiment compétitive par rapport à d'autres régions.
Thierry Burger-Hemchen, dans les différentes interventions des officiels, on a entendu le plan France Relance, les milliards pour ci, les milliards pour ça. Est-ce que de façon très concrète, aujourd'hui, pour se relocaliser, pour réindustrialiser la France, il y a l'argent nécessaire? Et puis surtout, parce que c'est souvent le problème de la France, c'est pas trop l'argent qui manque, c'est de savoir à quelle porte on tape. Je crois que pour installer une usine en France, il faut taper à 10 interlocuteurs publics au minimum avant de commencer d'avoir le permis de construire. Pour ce plan France Relance, est-ce que est-ce que c'est assez simple, tout simplement? Alors, juste pour qu'on me rappelle, le plan France Relance, c'est un plan sur 2020-2022 qui correspond à 100 milliards. France Relance et France 2030, Voilà. les deux plans. Donc on est sur 100 milliards, dont 40% de fonds européens, et qui est ventillé de la manière suivante. 30% sur le développement de la sobriété, les problèmes environnementaux, 35% sur l'industrie du futur et 35% sur la localisation géographique dans les différentes régions. Et ce plan a de très bons points et puis quelques points un peu plus négatifs, et je vais très rapidement les balayer. Le bon point, ou le bon point de ces différents plans, c'est qu'ils sont avant tout structurels et non pas conjoncturels. Ça veut dire qu'ils visent une transformation en profondeur de nos industries, ce qui est une bonne chose. Ce n'est pas de l'argent qu'on pas gaspiller, mais qu'on met comme ça, c'est parce qu'on veut faire une vraie transformation en profondeur. L'autre point également qui est positif, c'est que il brasse sur tout le territoire. Il y a à peu près 70 objectifs différents à atteindre, ce qui est également une bonne chose. Le point plus négatif, en particulier par rapport au sujet de cette table ronde, c'est que sur ces 100 milliards, il y a 1 milliard sur la relocalisation. Donc ce n'est pas vraiment le plus grand morceau. Et l'autre point qui est un peu gênant, c'est que le plan France Relance était surtout une réaction au post-Covid. Et pas forcément vers les défis du futur, mais plutôt de remettons-nous sur les rails, soyons résilients par rapport aux problèmes antérieurs. Donc là, il y a un léger décalage. Cela dit, il y a dans ce plan France Relance un certain nombre de postes qui sont très intéressants pour l'ensemble des industries. Jean-Claude Reverdel, on est donc sur ce salon BI 4.0, donc sur l'industrie du futur. Je rappelle, vous êtes filiale d'un groupe allemand, un gros groupe industriel. C'est quoi l'industrie du futur? À quoi ça doit ressembler pour être le plus efficace possible? Pour justement être aussi acteur de cette relocalisation? Parce que si on n'est pas à la pointe de la modernité, ça ne sert à rien de revenir. Oui, mais comme on l'a dit, les coûts en France sont plus élevés que dans de nombreux pays. Donc il faut viser cette excellence opérationnelle. Et c'est vrai que l'industrie du futur, avec ses différentes briques, qu'on parle du digital, de l'automatisation, du big data, etc., de l'impression 3D, elle doit permettre, cette technologie doit nous permettre justement de continuer à nous développer dans un pays où effectivement le coût, notamment de la main-d'œuvre, est beaucoup plus élevé que certains pays, et de pouvoir justement exporter les produits, les ensembles, les installations, les machines dans d'autres pays. Et pour cela, il faut bien sûr de la technologie, mais comme j'ai dit tout précédemment, il faut aussi des hommes qui soient formés à ces nouvelles technologies. On veut monter en gamme dans l'industrie, c'est bien, on ne fera jamais du low cost en France, mais pour cela, il faut aussi qu'on ait cet écosystème de formation locale et nationale qui puisse nous permettre d'avoir les ressources nécessaires pour pouvoir développer nos entreprises. Larry, sur un peu la même question, vous êtes dans un domaine de pointe, vous le disiez, la santé, l'industrie du futur, si je peux dire, made in France, ça ressemble à quoi dans votre imagination? Là encore, je vais ramener ça à mon échelle et à ce que nous vivons, donc à notre vécu. Nouveau, c'est du diagnostic à portée de chacun, que ce soit, voilà, mais de préférence maintenant, à la différence des tests rapides que j'évoquais, donc avec quand même de la technologie, intégrant de la connectivité, intégrant la possibilité de communiquer, d'aller renseigner un dossier patient à 1000 km de là ou à 100 km de là. Voilà. Donc une sorte d'industrie qui, on parle de télémédecine de plus en plus, puisque on connaît le problème d'engorgement, enfin de déserts médicaux et d'engorgement dans d'autres situations, des urgences et autres. Donc la possibilité de décentraliser, mais tout en restant connecté chez nous, voilà, ça c'est un enjeu important. Doris Bierkhofer, je crois qu'on l'entendait tout à l'heure dans les prises de parole, l'importance de l'écosystème. Mais un écosystème qui n'est pas à voir peut-être comme on l'a en tête à l'échelle de la ville, de l'agglomération, de la région. Peut-être même, tout à l'heure, le président de région disait
cette chance d'être au confluent des 3 frontières et de créer finalement la région idéale de commerce, si je peux dire. C'est quelque chose qui, je crois, vous parle beaucoup. Absolument. Je pense que les enjeux sont tellement complexes, personne, même les grandes entreprises, tout on ne va jamais y arriver. Il faut travailler ensemble en écosystème ouvert avec les startups, avec les universités, avec les programmes de formation, avec les PME dans son univers étroit. Et ça va nous permettre d'avancer, d'accélérer. Hein. Je vous donne un exemple que je trouve vraiment très, très parlant. On était sur notre site de Haguemont, justement, on voulait travailler sur les aspects sécurité des collaborateurs. Donc, on voulait avoir un véhicule à guide automatique et on n'en a pas trouvé. Donc, on dit on va le développer nous-mêmes. Donc, on a travaillé, on a identifié une PME pas loin de chez nous, CMS, qui a aussi un stand ici. Et donc, avec eux, on développe ce produit qui est actuellement avec des produits Siemens à l'intérieur. On le teste dans notre usine et c'est une situation gagnant-gagnant. Parce que ça permet de le tester sur notre site. Et après, on va faire de la promotion auprès de toutes les usines de Siemens et bien sûr, au-delà de notre propre maison. Donc ça, je trouve, c'est un exemple très réussi. Et en plus, ça contribue aussi au développement durable parce que ça permet des circuits courts et de travailler aussi de façon responsable avec les ressources qui sont à notre disposition. Ça ne veut pas dire qu'on va faire tout dans notre propre jardin. Ça serait complètement idéaliste de se dire maintenant on va tout faire juste dans un rayon de 50 km. Il faut choisir ses dépendances. Hein, et donc là, il faut trouver les domaines stratégiques dans lesquels il faut qu'on ait de la souveraineté très proche de chez nous. Et après, il faut ouvrir cette réflexion et bien évidemment aussi continuer à travailler en collaboration avec d'autres régions, d'autres pays, d'autres nations. Thierry Burger-Elchem, cette idée d'écosystème est capitale pour relocaliser. C'est-à-dire que par exemple, si on choisit de venir ici à Mulhouse ou en tout cas dans la région Grand Est, c'est pas un hasard. On le disait, 3e région qui attire les investissements étrangers. Je crois 2e région industrielle de France. Il y a une force de l'Europe d'une certaine manière. Et si on est au confluent de l'Europe, si je peux caricaturer ainsi. Oui, alors clairement, la région a beaucoup d'atouts du fait d'être au centre de l'Europe, mais également parce qu'elle est, comme vous l'avez mentionné, entourée d'un certain nombre d'autres pays qui sont également très dynamiques. Je voudrais juste, si vous me permettez, revenir sur un point qui a été partiellement abordé. Est-ce que toutes les industries peuvent être relocalisées ? Et la réponse est non, pas toutes ou pas tout de suite, mais il y a une règle industrielle et une règle, j'ai envie de dire, de stratégie politique. La règle industrielle, c'est la suivante. Plus votre filière est longue, c'est-à-dire plus il y a d'intervenants et d'acteurs et d'étapes différentes, et plus elle est dispersée sur la planète, plus il est facile de la faire revenir. Au contraire, une filière très courte, très compacte à un seul endroit, la relocaliser vers vous est quelque chose d'assez difficile. Parce que dans ce deuxième cas, il faut ramener tout l'écosystème ou rien. C'est ça l'idée. Hein, voilà. Tandis que là, si vous pouvez, sur une autre version assez longue, juste ramener la brique qui vous manque. Et c'est probablement là-dessus où la stratégie industrielle, politique de l'Europe ou de la grande région va devoir s'atteler. C'est de se dire que plutôt de faire une politique très générale, comme le plan France Relance, il faudra maintenant viser certaines industries très spécifiques et être assez finaux pour aller investir ces points-là. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous 4 d'être intervenus aujourd'hui. Je rappelle qu'on était avec Thierry Burger-Elchem, professeur en sciences du management et chercheur au Bureau d'économie théorique et appliquée, Université de Strasbourg, et par ailleurs vice-président également de cette université en charge des formations. Merci beaucoup à Larry Abensur, le PDG de Biocinex. Merci beaucoup à vous, Madame Doris Birkhofer, présidente de Siemens France. Merci également à vous, Jean-Claude Reverdel. Vous êtes le directeur général de SEW Usocom. Maintenant, il va y avoir donc une déambulation, comme on dit, dans le salon pour ceux que ça intéresse. Et je vous rappelle qu'ici, à 16h, seront dévoilés le plan sur le grand test transformation concernant l'industrie. Ça se passera donc ici à 16h. Autre rendez-vous d'importance sur ce salon. Bonne journée à toutes et à tous.